Super. Donc on va vous parler un petit peu de nos projets. On a divisé la présentation en chapitres. Donc on va vous parler de l'évolution des contributions et des usages cette année. Charlotte va vous parler des évolutions de la plateforme Pro, qui est cet outil qui permet aux fabricants d'ajouter des données dans Open Food Facts. Ensuite, on va parler un petit peu du volet environnemental avec Pierre, parce qu'on fait de l'alimentation, mais on fait aussi de l'impact environnemental. Stéphane, au fond de la salle, va nous parler de notre impact par rapport à la recherche scientifique. Et Alex nous parlera des futurs projets pour l'année 2025. Alors, un petit rappel, si jamais certains d'entre vous ne nous connaissent pas, donc Open Food Facts, nous, on est avant tout une communauté d'acteurs qui se réunissent pour faire la transparence alimentaire. Donc concrètement, ça se matérialise à travers d'une base de données qui est en open data, et tous nos outils sont en open source également. Donc cette base de données, elle est réutilisée par plein d'acteurs, on en parlera toute la journée. Et donc le projet Open Food Facts se matérialise aussi par un site internet, un site web et une application mobile que vous avez déjà peut-être consulté et donc qui est là pour guider les consommateurs dans leurs décisions d'achat. Tout d'abord, parlons contribution. Alors, comment ça fonctionne ? La base de données Open Food Facts, elle est ouverte. Ça veut dire que tout le monde peut contribuer. Et donc, souvent, on nous demande, mais comment ça se passe ? Quelles sont vos sources de données ? Alors, il y a tout d'abord les contributeurs. Donc, on a représenté la taille des cercles représente le volume de données. Donc, les contributeurs, c'est vraiment le pilier du projet. Donc, c'est des gens comme vous et moi qui vont ajouter des données directement dans l'application mobile ou via le site web. Donc, aujourd'hui, on est vraiment ravis. Je crois 80 000 contributeurs depuis la naissance du projet. Et encore plus, ben dit Pierre. Donc, c'est un pilier très fort. On a aussi la chance de compter sur les fabricants, puisqu'en 2019, on a développé la plateforme des fabricants, plateforme des producteurs, qui leur permet d'ajouter des données. Donc on est super content de voir qu'il y a de plus en plus de gros distributeurs et de grandes marques qui jouent le jeu de la transparence. Et également les applications mobiles. Donc c'est des applications qui réutilisent Open Food Facts pour leurs propres besoins et qui décident de contribuer en retour à ce pot commun qu'est la base de données. Donc on aura l'occasion d'en reparler aussi, mais c'est une source très importante pour nous. Donc cette année, on constate encore de plus en plus de données. On a franchi le cap des 3,5 millions de produits, dont 1 million de produits en France, un peu plus d'1 million en France. 28 millions de contributions depuis 2018. Donc ça, c'est encore des indicateurs qu'on va essayer de compter et de quantifier de manière encore plus précise dans les années à venir. Et on a observé une augmentation aussi des visites uniques sur notre site web. Donc en juillet 2023, on était à 2,5 millions. Et en juillet 2024, 3,2. Donc une augmentation d'un peu plus de presque 1 million de visiteurs en un an. Donc certainement lié à la refonte du site et à tous les efforts de communication et d'engagement de la communauté. Voilà, parlant de la communauté, voici notre belle communauté. C'est dommage que Gala soit pas là, elle est en bas en train d'accueillir les invités, mais donc c'est la personne en charge de l'animation de cette communauté. Donc il y a eu beaucoup d'efforts faits cette année, notamment au niveau de la structuration de l'effort des bénévoles. Parce qu'on est un projet où on discute beaucoup avec les bénévoles. On a compté un peu plus de 200 bénévoles qui souhaitent participer au projet, mais la difficulté, c'est d'actionner un petit peu et d'accompagner toutes ces personnes qui veulent contribuer. Donc on a mis en place des systèmes d'équipe avec des référents. Donc ça aussi, ça nous a pris pas mal de temps cette année. On a mis des mécanismes de soutien financier pour aider ces bénévoles aussi.
Après, on travaille beaucoup avec différents outils, notamment Slack. On a un peu plus de 10 000 personnes sur notre Slack aujourd'hui. Donc, tout ça, c'est des activités qu'on voit pas forcément quand on consulte simplement la base de données. Mais donc, il y a tout ce travail derrière. Et on a également travaillé avec Charlotte, Charles et Gala sur une nouvelle définition d'un rôle d'ambassadeur. Donc, ce sont des personnes qui, passionnées par le projet, décident de s'approprier le projet et le porter dans leur pays. Donc, on a Marius qui est sur l'Allemagne et le Danemark, April en Belgique, Louis au Canada et plein d'autres nouvelles communautés locales qui naissent tous les jours. Donc, on est vraiment ravis du passage à l'échelle de toute cette belle communauté. Donc, on a parlé de l'augmentation de la contribution de la part de la communauté, mais on a aussi les fabricants qui contribuent de plus en plus. Donc, on a importé un peu plus de 60 000 produits en 2023. Il faudra qu'on mette à jour les chiffres pour 2024 à la fin de l'année. Mais on sent, voilà, aujourd'hui, au moins en France, on a moins besoin d'aller chercher les fabricants. Ils viennent d'eux-mêmes pour mettre à jour leurs produits. Et donc, voilà, on leur propose un travail d'accompagnement vraiment personnalisé. On leur propose tous les outils gratuits qu'il y a sur la plateforme dont Charlotte vous parlera. Mais donc, voilà. Et de nouveaux bénévoles aussi dans l'équipe, sur toute cette phase d'accompagnement des fabricants pour les encourager à partager les données, mais aussi améliorer la formulation de leurs produits. On aura l'occasion d'en reparler. Donc rapidement, les applications mobiles qui contribuent. On a fait beaucoup d'efforts sur l'amélioration de la documentation de l'API, ce qui fluidifie en fait la réutilisation et la contribution en retour pour toutes ces applications mobiles. Donc ça aussi, ça va contribuer à ce qu'on a de plus en plus de données. Et aujourd'hui, on compte à peu près une vingtaine d'applications qui renvoient de la donnée sur les 300 applications qui réutilisent les données. Donc on a encore des marges d'amélioration pour 2025. Donc on a parlé de la quantité des nouvelles données qu'on a, qui sont contribuées dans la base de données. Mais qu'en est-il de la qualité? Donc l'équipe de la Data Quality Team a super bien travaillé encore cette année. On est passé donc sous la barre des 4% d'erreurs. Donc ça veut dire que sur tous les produits, il y en a seulement 4% qui présentent une erreur qualité. Donc on a toute une batterie de points de vérification. On a mis un peu plus de 200 points de vérification pour identifier automatiquement des erreurs sur les fiches produits. Et donc tous les jours, il y a aussi un email, le Data Quality Daily, auquel tout le monde peut s'inscrire. Et donc chaque contributeur lui est proposé de corriger 3 produits. Donc ça fait le petit exercice du matin. Je sais qu'il y a une bonne quarantaine de contributeurs qui apprécient ce petit exercice. Ensuite, au niveau de la qualité, on s'épaule aussi sur les nouvelles technologies, bien sûr. Donc on a développé le jeu Hunger Game. Je ne sais pas si certains connaissent dans la salle, mais c'est un jeu super ludique qui permet de valider les prédictions de l'intelligence artificielle et dire si, par exemple, ce sachet de thé, c'est bien dans la catégorie thé ou pas. Oui, non, je ne sais pas. Et donc, cette contribution vient mettre à jour la base de données. Donc, en s'amusant, on peut aussi contribuer. Ensuite, on a travaillé aussi sur le projet NutriSite, qui permet de détecter automatiquement les informations nutritionnelles à partir des photos. Donc ça va être un outil super utile pour tous les pros et tous les fabricants, s'il va être intégré sur la plateforme pro aussi. Et un dernier outil qui s'appelle le Spell Check, qui corrige automatiquement toutes les erreurs orthographiques et qui donc permet d'avoir une meilleure qualité au niveau de la liste des ingrédients des produits.
Donc on a parlé de contribution, je vais peut-être aller un peu plus vite. Donc on a beaucoup de réutilisation également. Plus de 300 applications mobiles. On va essayer de les lister et en faire un agenda un peu public pour permettre apporter de la visibilité à tous ces projets, mais aussi montrer l'impact. On a fait quelques témoignages sur le blog, on essaie de plus en plus de mettre en valeur ces profils. Et on a recensé un peu plus de 850 articles scientifiques mentionnant Open Food Facts et réutilisant notre base de données. Donc Stéphane en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Mais voilà, pour vous donner très rapidement une idée de la variété des réutilisations. Donc par exemple, il y a cette application Alivio qui aide les diététiciens et leurs patients. Une équipe de chercheurs anglaises a développé un nouvel index pour évaluer le niveau de sustainabilité d'une entreprise par rapport donc le Better Food Index. Je vous invite à regarder si ça vous intéresse. À nouveau, une équipe de chercheurs à Londres qui faisait des travaux sur les alternatives végétales. Un étudiant qui a fait un master, et encore vraiment on a pris des exemples au compte-gouttes, mais toutes les semaines il y a de nouveaux usages, on découvre de nouvelles choses qui sont faites avec nos données. On a plusieurs coups de fil de journalistes, donc ça sert aussi à mener des investigations. Les équipes de Foodwatch par exemple, les associations de consommateurs qui elles aussi réutilisent les données. Donc voilà, il y a plein de choses à faire avec les données d'Open Food Facts. La DGCCRF pourra en témoigner également. Voilà, et donc les fabricants peuvent aussi réutiliser ces données pour faire des études concurrentielles, par exemple. Et donc je laisse le micro à Charlotte. Merci Manon, bonjour à tous. Je m'appelle Charlotte Delhomme, j'ai intégré Open Food Facts il y a 1 an maintenant. Donc qui dit journée professionnelle dit plateforme professionnelle. On s'est dit que ça pouvait être intéressant de vous partager un petit peu les nouveautés qu'il y a eu sur la plateforme professionnelle depuis l'édition de la journée pro de l'année dernière. Comme vous le savez peut-être, la majorité d'entre vous, le Nutri-Score a eu une reformulation de son algorithme et donc il va y avoir entre 30 et 40% des produits qui vont avoir des scores qui vont potentiellement changer. Et on s'est dit que c'était intéressant de vous rappeler que la plateforme professionnelle vous propose d'avoir aux fabricants une visibilité sur les nouveaux scores, vos nouveaux produits, avec une nouvelle vision aussi de pouvoir justement se projeter avec ce nouvel algorithme. Même s'il y a évidemment 2 ans pour pouvoir adapter les emballages, c'est toujours bien de pouvoir avoir une vision de long terme, surtout que le Nutri-Score V2 est déjà déployé en Europe majoritairement. Et aussi, important de rappeler que c'est quand même le score qui aujourd'hui est majoritairement démocratisé. En tout cas, dans les mentalités, on est quasiment à 100% de notoriété. Donc c'est quand même toujours bon d'arriver à voir que c'est un score qui est intéressant d'avoir à jour, en tout cas sur Open Food Facts. Voilà les principales nouveautés, les petits mots-clés qui étaient intéressants de rappeler, qui concernent les fibres, une valorisation des fibres, la distinction des bonnes graisses, un ajustement des produits laitiers et également une réévaluation des teneurs en sel et en sucre. Comme l'a dit Manon, donc, du coup la plateforme professionnelle, nous on a vraiment à cœur de travailler sur l'accompagnement, sur le suivi des producteurs. Mais l'objectif, c'est vraiment de tendre vers le plus d'autonomie possible pour les producteurs, donc vraiment d'aller vers une autonomie, que les producteurs aient vraiment ces réflexes et cette volonté de travailler sur cet espace qui leur est dédié, mais sans forcément que ce soit nous qui fassions justement la mise à jour de leurs produits. Et donc cet espace professionnel, il a vraiment pour objectif de présenter des améliorations possibles sur tous les produits, avec justement aussi cette nouvelle version du Nutri-Score qui permet encore plus de se positionner par rapport à ce qui peut être intéressant justement de revaloriser, de modifier. Donc la plateforme professionnelle permet vraiment d'avoir cette vision avec l'ancienne version et la nouvelle version.
Quelque chose qu'on a trouvé intéressant de rappeler également, ça va être l'accès multi-utilisateur sur la plateforme. Donc l'objectif, c'est vraiment d'encourager les équipes, que plusieurs membres de l'équipe peuvent avoir accès à leur compte pro pour pouvoir justement chacun en fait finalement travailler sur la modification et l'amélioration, les mises à jour des produits, sans forcément qu'il y ait un seul compte d'administrateur. Donc c'est vraiment possible d'avoir que chaque collègue, nous on valide les adresses mail et après les comptes sont accessibles à plusieurs. Donc c'est intéressant voilà, d'avoir ça en tête parce que c'est quand même une fonctionnalité qui est relativement pratique. Autre chose qui est intéressant, ça va être donc de pouvoir effectuer des comparaisons. Donc ça peut être tout autant en interne, donc sur son propre compte professionnel, on va pouvoir effectuer des comparaisons sur ses propres produits. Déjà avoir un peu une idée de là où ce dont on dispose. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir se situer par rapport à la concurrence sur le marché. Et comme le disait Manon, on a à peu près 3,5 millions de produits, donc c'est toujours intéressant dans une même catégorie d'avoir une vision vraiment globale sur tout ce qui peut exister sur le marché et de pouvoir positionner ses propres produits après en tant que fabricant et du coup de fait pouvoir utiliser ces options d'amélioration et d'être en perpétuelle recherche d'amélioration de ses propres produits avec ces outils. Cette année également, on a retravaillé le fichier Excel qui permet donc aux fabricants d'importer leurs produits, leurs données produits donc sur la plateforme professionnelle pour qu'ensuite ces données puissent être poussées sur la base de données publique. Et donc c'est un fichier Excel et on a essayé de chercher à le simplifier un petit peu, le rendre un petit peu plus intuitif. Donc on a ajouté des exemples, on a essayé de supprimer certaines cases, d'en ajouter d'autres pour que ça soit justement encore plus accessible parce que comme je vous disais, l'objectif c'est évidemment nous qu'on soit vraiment présent dans l'accompagnement, dans le suivi, mais que le producteur ait vraiment cette intuition de pouvoir lui après avoir aucun problème et que chaque personne de l'équipe aussi ait cette facilité et cette intuition de pouvoir remplir ce fichier. Donc on a travaillé sur ce fichier Excel qui est normalement un petit peu plus accessible et moins compliqué d'extérieur. Donc si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur la plateforme professionnelle, alors que ça peut être tout autant sur l'import des produits, si vous avez envie de travailler justement sur la qualité de vos données, sur votre compte professionnel, mais également si vous avez des questions, des besoins particuliers. Voilà, nous, c'est vraiment l'objectif de cet atelier, ça va vraiment être de discuter sur vos visions, sur vos améliorations potentielles, si vous avez des besoins, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, s'il y a des choses qui peuvent être facilitées. L'objectif de cet atelier, c'est vraiment de travailler autour de la plateforme pro. Toutes les questions sont les bienvenues et ce sera donc cet après-midi animé par Manon et moi. Donc n'hésitez pas. Et ça sera l'occasion d'en parler un peu plus en détail. Voilà, là je parle de manière assez générale, mais on pourrait en parler plus en détail de la plateforme pro. Et je passe la parole à Pierre, merci. Oui. Alors, là je ne présente pas en détail, mais on pourra en reparler, mais on a différents modèles d'import de produits. On va avoir là, le fichier Excel est plutôt manuel, mais on va avoir aussi la possibilité de se connecter avec si des catalogues produits sont justement énormes et qu'il y a énormément de produits, on va avoir d'autres possibilités aussi pour importer des produits de manière simplifiée en se connectant justement avec les catalogues produits en question, qui s'appellent des PIM, mais je vais peut-être pas rentrer en détail technique. Aujourd'hui, on a 350 comptes. Voilà. Ouais. Mais qui représentent plus de 2700 marques. Il y a aussi voilà, des grands comptes comme Auchan, Carrefour, Danone, etc. qui sont forcément qui ont des énormes portefeuilles de produits. Donc ça vient. Mais on a aussi des petits producteurs qui ont 3 produits, 4 produits. On accompagne tout le monde. C'est bon, Pierre.
Et donc là, on a parlé du Nutri-Score V2, qui est une exclusivité sur Open Food Facts, c'est-à-dire qu'on est la seule plateforme où on peut avoir ce Nutri-Score en avant-première, se préparer au changement. Donc ça, c'est sur la santé humaine, mais il y a aussi la santé environnementale, la santé de la planète. Et ça, c'est quelque chose que les utilisateurs d'Open Food Facts nous demandent depuis près de 10 ans, depuis quasiment la création du projet. La santé, c'est bien, mais à quand la santé de la planète? Et donc, depuis plusieurs années, on a un gros effort en termes environnementaux pour permettre de trouver les aliments qui sont non seulement bons pour soi, mais également bons pour la planète. Donc, la partie la plus importante, je vais en parler dans un instant, c'est l'éco-score. Mais on ne fait pas que ça sur l'environnement. Donc les objectifs, c'est tu peux skipper. Les objectifs de l'éco-score, c'est de fournir un pendant environnemental pour permettre de faire les bons choix pour la planète de manière d'avoir un côté pédagogique, c'est-à-dire que permettre aux consommateurs de prendre conscience de l'impact relatif des produits sur la planète, donc de comparer entre les catégories, par exemple des lasagnes à la bolognaise versus des lasagnes végétales, mais aussi de la comparaison intra-catégorie avec des bonus-malus pour permettre de choisir le produit. Donc réorienter les actes d'achat vers des catégories moins impactantes pour l'environnement et au sein d'une catégorie, réorienter les actes d'achat vers les meilleurs produits de la catégorie. Donc l'éco-score est basé sur des données publiques, ouvertes et ce qu'on appelle les analyses de cycle de vie. Donc c'est en fait des études très détaillées produites par l'ADEME qui permettent de voir tous les aspects d'un produit, donc de l'agriculture à la consommation, donc de farm to fork, comme on dit. Du coup, c'est le socle de l'éco-score. Donc, c'est de l'open data et c'est très important pour la confiance du public. Ensuite, à ce cycle de vie, donc qui est générique pour la catégorie, on va ajouter un système de bonus-malus qui, eux, sont spécifiques au produit. Donc, typiquement, l'emballage. Est-ce que l'emballage est circulaire? Est-ce que les matériaux utilisés, etc., vont favoriser la circularité? On a également un score qui prend en compte la biodiversité. Donc, il va y avoir une valorisation, par exemple, du label bio, mais aussi d'autres labels qui ont des vertus environnementales. On va avoir un troisième critère qui est l'origine des ingrédients. Donc, avec certains ingrédients qui, plus c'est sourcé près, a priori, mieux c'est. Et puis enfin, des ingrédients spécifiques comme par exemple l'huile de palme qui ont des impacts sur la déforestation. Donc voilà, partie générique et partie spécifique qui nous permettent de calculer à très grande échelle l'impact environnemental des produits. Et côté producteur, donc là je vous parle pour le grand public, mais côté producteur, vous pouvez vous en saisir dans la plateforme producteur. Donc vous allez pouvoir récupérer l'éco-score, le détail de calcul et pouvoir, de la même manière, comme Charlotte l'a montré, vous comparer aux concurrents, voir si vous êtes le best in class de votre catégorie au niveau environnemental. Vous pouvez aller voir comment vos concurrents packagent les produits, est-ce qu'ils ont fait des efforts sur les origines, etc. Et il y a un truc qui est important pour vous en tant que producteur, c'est de bien renseigner toutes les données, parce que l'éco-score est un score qui pénalise l'absence de données. Donc, du coup, pour vous assurer que vos produits soient bien représentés, il y a un enjeu à faire cette démarche de renseigner tous les produits avec leur packaging, leurs origines, etc. D'autant plus que l'affichage environnemental étant quelque chose qui va devenir obligatoire, c'est bien anticipé. Le cycle de structuration de la donnée pour ce genre de choses, on a vu des compagnies, ça met plusieurs mois à plusieurs années. Donc, c'est quelque chose qu'il faut anticiper et la plateforme producteur peut vous y aider. Donc l'éco-score, la bonne nouvelle, c'est que la France aura un affichage environnemental. On a déjà même en Belgique, alors c'est une idée qui est partie aussi de France, l'affichage environnemental, mais la Belgique, si vous allez chez Colruyt en Belgique, vous pourrez voir des produits éco-scorés directement dans les rayons, ils ont tout éco-scoré. Cette année, on a aussi mis à jour la base de données Agribalise, donc avec des analyses encore plus précises de la part de l'ADEME. Notre projet de gestion des emballages alimentaires a permis de rendre plus spécifiques les données. Et si vous avez des données d'emballage, on est très preneur et on a un support spécifique de l'équipe pour ça. Et puis, du coup, on essaye aussi de distribuer cet impact au maximum de personnes et d'accompagner les producteurs vers le design écologique. Et si vous avez aussi des demandes particulières, il faudra nous en parler aussi un peu plus tard. Parce qu'on est très preneur de vos retours.
Donc, sur l'EcoScore, quelques chiffres clés, c'est plus de 800 000 produits scorés. Donc, c'est assez, on ne pensait pas qu'on y arriverait, mais voilà, on montre que l'affichage environnemental est faisable à très grande échelle et de manière relativement simple. En Belgique, c'est déjà 5000 produits du quotidien qui sont scorés. Les gens n'ont même pas besoin de dégainer Open Food Fact, ils l'ont directement dans leur rayon. Marmiton a 70 000 recettes évaluées, Elior 30 000 plats, et on espère qu'en fait, c'est dans la loi, mais globalement, que l'affichage environnemental va devenir quelque chose de vraiment quotidien, obligatoire sur les emballages, et qui sera un deuxième facteur de choix en plus du côté santé. Et la bonne nouvelle aussi sur l'EcoScore, pour terminer sur l'EcoScore, c'est que ça essaime à l'étranger. Là, c'est une étude américaine. Donc, les Américains sont en train de regarder ce qui se passe en France. Et typiquement, ils sont en train de tester est-ce qu'un score environnemental, ça marche sur les consommateurs ou pas. Donc, voilà, des études scientifiques sur le sujet. Donc, ça, c'est les produits en Belgique. On va passer, voilà, donc typiquement l'EcoScore directement en rayon. Donc, c'est aussi quelque chose qui est très important pour nous. Et ça, je pense que c'est désormais acquis avec le Nutri-Score, mais c'est bon de le rappeler. C'est important que les scores soient ouverts, que les méthodologies soient vraiment ouvertes, qu'en tant que producteur, vous sachiez comment les scores sont calculés. Donc, si vous avez des scores et que vous ne savez pas comment c'est calculé, ou vous devez faire appel à un cabinet de conseil ou quoi que ce soit, c'est important de pouvoir avoir une maîtrise complète quand même de l'algorithme. Et l'EcoScore a cette propriété-là, et vraiment on milite pour que ça soit vraiment le cas tout le temps. Donc, prise en compte de la biodiversité tout en gardant quand même la prééminence du réchauffement climatique, parce que c'est quand même un gros sujet. Et donc du coup, le bœuf typiquement ne pourra pas être noté C sur le système EcoScore, mais plutôt E, parce que ça reste plus de 20 kg d'émissions de carbone par kilo de bœuf. Mais l'EcoScore n'est pas la seule chose environnementale. Je suppose que beaucoup d'entre vous auront vu les histoires sur la directive de la déforestation importée ces derniers jours. Typiquement, sur Open Food Fact, on calcule sur les produits pertinents l'impact forêt, donc avec cette superbe association qui s'appelle Envol Vert. Et donc, on est capable d'avoir voilà, une estimation de l'impact carbone, par exemple, du blanc de poulet ou des cuisses de poulet. Et enfin, pour conclure sur le côté environnemental, on va, avec un projet européen, aller encore plus loin au niveau de l'ingrédient, de nos analyses. Pour l'instant, l'EcoScore, c'est au niveau de la catégorie, mais l'enjeu de l'affichage officiel et du futur, c'est d'aller au-delà de la catégorie et dans l'ingrédient, de pouvoir analyser en profondeur le produit, le pourcentage des ingrédients, et pouvoir affiner les calculs environnementaux. Donc ça va nous occuper pour 2025. Et du coup, je vais passer la parole à Stéphane, qui va vous détailler ce qu'on fait pour la science et pour la recherche. Merci Pierre, bonjour à toutes et tous. Alors, la recherche, c'est vraiment un sujet qui passionne la communauté, qui nous motive énormément. Parce que quand on a lancé le projet Open Food Facts, c'était vraiment, on pensait à ça en fait. On pensait que c'était des données qui seraient super utiles pour la recherche scientifique. Donc voilà, quand on pense à Open Food Facts, souvent on voit, voilà, le plus évident, c'est l'app mobile, le site web, ces millions de consommateurs qui nous utilisent ou qui utilisent des applications, les 300 applications dont parlait Manon, qui utilisent nos données. Voilà, ça c'est la grosse partie qu'on voit. Il y a cette partie aussi super intéressante qu'on fait avec vous, c'est celle d'essayer d'améliorer l'offre avec la plateforme pro, en essayant de trouver des moyens d'améliorer le côté nutritionnel, environnemental, etc. Il y a tout cet accompagnement qu'on fait aussi de l'action publique. On a beaucoup poussé le Nutri-Score. Voilà, c'est pour ça qu'on affiche le Nutri-Score sur notre app et pas un score Open Food Facts. C'est vraiment pour pousser le Nutri-Score. Et on va faire la même chose pour l'affichage environnemental. Mais il y a ce quatrième volet vraiment qui nous tient vraiment à cœur. C'est la recherche. Là, j'ai mis une photo. C'est l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle. C'est à eux qu'on doit le Nutri-Score, la cohorte Nutrinet Santé, etc. On les avait contactés il y a plus de 10 ans maintenant, le professeur Hackberg, justement, pour leur demander la formule du Nutri-Score. Et depuis, ça fait 10 ans qu'on travaille avec eux de plus en plus main dans la main. Donc là, c'est notre équipe, plus l'équipe de Mathilde Touvier qui a repris la tête de l'ERN. Et voilà, il y a énormément de chercheurs qui travaillent avec nous. Alors, pas tous aussi
de façon aussi poussée que ça, puisque les données d'Open Food Facts, chacun peut les chercher. Il y a beaucoup de chercheurs qui prennent les données, qui publient leur papier, et finalement on voit le papier après coup. Mais de plus en plus, on essaye d'être en amont pour pouvoir les aider. Donc j'ai mis quelques exemples sur les slides suivants du type de recherche qu'on aide. La première, c'est utiliser cette énorme base de données mondiale d'aliments pour étudier justement l'offre. Voir par exemple, donc là j'ai mis un exemple, cette année il y a eu beaucoup d'études sur Nova, mais voilà, c'est par exemple regarder la distribution du Nutri-Score dans les différents pays d'Europe et du monde. C'est regarder toutes les corrélations aussi. Si on regarde les produits ultra transformés, est-ce qu'il y a une corrélation entre produits ultra transformés et qualité nutritionnelle? Là, on est en train de créer une base de données sur les prix. On va pouvoir regarder est-ce qu'il y a des corrélations entre prix et puis impact environnemental, impact nutritionnel, etc. Donc voilà, il y a beaucoup d'études qui sont faites là-dessus sur la base pour ne serait-ce observer l'offre alimentaire. Alors une fois qu'on a fait observer quelque chose qui est vraiment, moi, ça me fascine, c'est essayer de comprendre l'impact entre alimentation et santé. Donc l'ERN, cette équipe qui fait le Nutri-Score, ils font par exemple une cohorte qui s'appelle Nutrinet Santé. C'est plus de 200 000 personnes, comme vous et moi, vous pouvez devenir volontaire, qui, voilà, depuis 10 ans, régulièrement, elles disent « Aujourd'hui, j'ai mangé ça, 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 ça et ça ». Et elles donnent accès à leur historique de santé. Ça permet de faire des tas d'études pour voir est-ce que les gens qui mangent beaucoup de bio ont un bénéfice sur la santé après. Est-ce que les gens qui mangent beaucoup ultra transformés ont plus de risques d'avoir de diabète, etc. Et voilà, mois après mois, ils analysent. Et donc, par exemple, là, c'est la dernière étude, c'est sur les émulsifiants qu'on retrouve dans énormément d'aliments. Et ils peuvent voir, grâce aux données d'Open Food Facts, quels aliments contenaient des émulsifiants, quels émulsifiants c'était. Ils peuvent voir qu'il y a des associations entre consommation d'émulsifiants et risque cardiovasculaire. Et il y a ça sur plein de domaines et toutes les pathologies, que ce soit le diabète, etc. Et ça, c'est vraiment très motivant pour nous parce que ça fait vraiment avancer la science. Alors, je voudrais juste préciser un truc, c'est pour l'instant, c'est des associations. On voit que les gens qui surconsomment ont plus de risques. Il n'y a pas encore le lien de causalité qui est forcément prouvé, mais c'est une première étape pour essayer de mieux comprendre. Une fois qu'on a compris, alors, donc, vas-y, pas celui-là. J'avais oublié que j'avais un slide après. C'était juste pour montrer que c'était aussi sur, par exemple, d'autres domaines. Là, par exemple, avec la même équipe, on travaille sur les emballages, mais leur impact pas sur l'environnement, mais sur la santé. Voir est-ce que quand les yaourts, le plastique qui est en contact avec les yaourts, les additifs qui sont dans ce plastique, etc., est-ce que ça passe dans les yaourts? Est-ce que après ça passe chez nous? Est-ce que 10 ans plus tard, ça a un impact sur tel ou tel type de cancer? Ok. Et donc, une fois qu'on a compris, on peut essayer d'agir. Par exemple, si on se dit qu'il faut réduire le sel, le sucre, le gras, etc., on peut faire par exemple un score, on peut faire un Nutri-Score. Et pour faire un score, c'est super utile d'avoir justement toute cette base pour voir, faire en sorte que si on prenne les céréales pour petit déjeuner, elles ne soient pas toutes classées A ou pas toutes classées E. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc là, j'ai juste mis des graphiques, c'est pour montrer comment le Open Food Facts peut servir à évaluer non seulement le Nutri-Score, mais à y voir les évolutions futures, quel effet elles ont réellement sur les aliments. Et ça, c'est quelque chose, voilà, on peut le faire avec le Nutri-Score, l'Eco-Score et tous les autres scores. Un autre point qui nous paraît super intéressant, c'est l'éducation au mieux manger. Le but, c'est pas qu'on se promène tous dans les rayons avec Open Food Facts, avec Yuka, et qu'on scanne tout le temps tout ce qu'on mange. C'est qu'on arrive finalement à mieux savoir en un coup d'œil. Et là, pour la première fois, on va participer à une étude où on va mesurer ça vraiment de façon scientifique. C'est-à-dire qu'il va y avoir un groupe, donc c'est avec l'Institut Gustave Roussy qu'on fait ça, qui est spécialisé sur le cancer. Il va y avoir un groupe de patients à risque qui va utiliser Open Food Facts et qui va avoir des informations sur l'ultra-transformation, sur le Nutri-Score, sur Nova. Il y aura un groupe de contrôle qui n'aura pas ça. Et on va voir justement, au bout de 3 mois, etc., avec ce même type de questionnaire, est-ce que les gens qui ont eu cette application, ou une application comme Food Facts, est-ce qu'elles mangent mieux ou non? Ça va être super intéressant de voir ça. Et puis enfin, il y aura tout ce qui est intéressant avec toute cette recherche, c'est qu'avec tout ce qu'on fait, nous, on le fait en open data, en open source, tous les outils qu'on développe, ils peuvent être réutilisés.
Donc typiquement, toutes les études sur l'Unutri-Score, hein, elles ont été internationalisées. Les premières études étaient faites en France et puis après elles ont été répliquées au Mexique, au Canada, en Belgique, etc. Si un chercheur fait une étude sur n'importe quoi, il peut facilement le répliquer à l'échelle de la planète. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a de plus en plus de chercheurs maintenant qui sont d'autres pays, qui viennent faire des choses sur la base d'Open Food Facts. Donc là, c'est par exemple une équipe américaine qui travaille sur les taxonomies qui nous permettent de comprendre les ingrédients. Et c'est un travail qui va finalement bénéficier aussi en retour à la France. Et c'est quelque chose qu'on veut vraiment encourager, c'est arriver finalement à créer cette communauté scientifique autour d'Open Food Facts pour que ce mode de penser, de se dire que l'étude qu'on fait, on la fait pas juste pour son pays, mais c'est juste une première étape et on va l'étendre au reste du monde. Voilà, c'est penser de façon globale parce qu'en fait, ça coûte pas tellement plus cher de penser les études de façon globale. C'est vraiment quelque chose sur lequel on veut travailler dans les années à venir. Voilà. Et donc les années à venir, justement, elles arrivent bientôt avec Alex qui va nous présenter tout ça. Bonjour, je suis Alex, je suis développeur chez Open Food Facts et on va faire un petit tour d'horizon sur ce qu'on essaye de bâtir aujourd'hui. Enfin, les projets, je vais vous donner que 3 exemples de projets, il y en a bien plus. D'ailleurs, je signale qu'on a mis quelques posters, on avait fait pour les journées communautaires quelques posters pour expliquer certains projets, là on en a mis une toute petite sélection. Mais voilà, donc une première chose qu'on va faire, c'est... Voilà, c'est très important, une base de données c'est super, mais ce qui est super important pour nos utilisateurs, c'est de pouvoir trouver le produit, comparer, etc. Donc la recherche, en fait, c'est la base d'Open Food Facts, mais ceux qui l'ont utilisé ont pu voir que c'était un outil un peu, peut-être, difficile d'accès aujourd'hui, la recherche sur Open Food Facts. Donc on veut vraiment refondre ce moteur de recherche. On a commencé un projet qui refond ce moteur de recherche et qui permet, on voudrait atteindre le même confort que vous avez sur un site e-commerce. Et on voudrait aussi permettre à des développeurs d'avoir une API qui leur permet vraiment de faire des recherches très avancées dans la base de données de manière simple, voilà, pour offrir des fonctionnalités très avancées à leurs utilisateurs. Et voilà, donc on a fait ce projet grâce à un financement européen. On a pu le démarrer grâce à un financement européen, mais il continue. Voilà, donc aujourd'hui, il est en phase vraiment alpha, on va dire alpha-bêta. Donc il est déployé, on a pu tester que les performances fonctionnent au niveau de la base de données, on a pu tester qu'on a l'API qui est vraiment bonne, et on est en train de finaliser aujourd'hui l'interface utilisateur, etc. Donc les prochaines étapes, ce sera d'abord d'intégrer ça bien sur un portail spécialisé, de l'intégrer petit à petit dans Open Food Facts, et puis ensuite de faire que les anciennes API puissent être remplacées par les nouvelles, ou avec une manière de le faire compatible. Voilà. Maintenant, et Stéphane en a parlé tout à l'heure, il y a l'idée des prix qui était très forte ces derniers temps, avec l'inflation, etc. Et on sait que c'est une donnée qui rentre dans la décision d'achat, le prix, bien évidemment, ça rentre. Et il y a des chercheurs aussi qui sont très intéressés par cette donnée, parce qu'elle leur donne aussi, surtout des chercheurs en sciences sociales, mais pas que, parce qu'elle leur donne vraiment un axe supplémentaire de recherche. Voilà. Et l'année dernière, quand on a fait la journée Open Food Facts, on a eu la communauté qui a dit non, mais il faut qu'on tacle ce problème, c'est pas possible, il faut qu'on y arrive et tout. Et nous, on était là un peu à dire ouais, mais vous voyez les difficultés qu'il y a pour cette chose-là. Les prix, c'est très volatile. C'est lié à une localisation, voilà. Donc il y a une éthique aussi à avoir, quoi. On ne veut pas juste être le casseur de prix ou je sais pas quoi. Enfin voilà. Mais on savait qu'il y avait Open Food Facts qui était là, qui était une base solide, et on avait aussi OpenStreetMap, qui est un projet qui a le même esprit que le nôtre, sur lequel on pouvait s'appuyer. Et donc grâce à ça, il y a des bénévoles. C'est vraiment des bénévoles qui ont développé le projet. Nous, on leur a fourni vraiment l'appui, on va dire l'aide, etc., du temps quand même pour les aider. Mais ça a vraiment été développé par les bénévoles. Et donc, aujourd'hui, on a un projet qui s'appelle Open Prices, qui a déjà, vous voyez, il y a 400 contributeurs, mais qui ont déjà récolté plus de 30 000 prix. Donc ça permet, par exemple, on peut essayer de se localiser, on peut faire des verticales sur un produit, enfin, ou horizontales, je sais pas comment dire, mais sur un produit phare, par exemple, quel est le prix dans différents pays, dans différents endroits, à différents moments.
mais on peut aussi aller chercher toute une gamme de prix sur un ensemble de choses. Alors, d'ailleurs, on n'a pas encore de données producteurs là-dessus, mais on serait vraiment ouvert à avoir des données producteurs aussi qui voudraient partager. Aujourd'hui, ils ont leur catalogue en ligne souvent, etc. Nous, on ne veut pas avoir de contribution qui ne soit pas volontaire ou crowdsourcée. Donc voilà, c'est un appel aussi là-dessus. Ensuite, certains savent peut-être, mais qu'on avait des projets qui étaient nés au fil du temps, qui sont des projets un peu cousins d'Open Food Facts. Donc on a Open Pet Food Facts, parce que les animaux aussi mangent. On a Open Beauty Facts, parce que la cosmétique, c'est aussi un endroit où il y a beaucoup d'additifs, beaucoup de questions de santé et d'impact environnemental. Et on a un projet encore plus ambitieux qui est Open Products Facts, c'est-à-dire tout le reste. On veut de la donnée aussi, il y a aussi plein de choix à faire, il y a aussi un impact fort sur l'environnement. Et notamment, en fait, ce qui nous a remis un peu Open Products Facts, on va dire, on sent qu'il y a vraiment une effervescence aujourd'hui autour de l'économie circulaire qui commence vraiment à percer dans l'opinion publique sur les enjeux de réutilisation, les enjeux de frugalité aussi, voilà. Et donc, nous, on voit qu'il y a un vrai enjeu autour de réduire la fragmentation des données. Aujourd'hui, il y a de la donnée, mais elle est un peu fragmentée dans différents silos. Et on voudrait aussi démocratiser l'information et rendre possible, comme on a vu que comme on a l'expérience avec la Open Food Facts, rendre possible des nouvelles innovations autour de ces données. C'est un projet très vaste, mais il peut y avoir des verticales très intéressantes. Voilà. Et donc, on a eu une aide de la Fondation AFNIC pour démarrer ce projet. Et la première chose qu'on a fait, et qui est aujourd'hui déployée, c'est de mettre à jour toutes ces instances, parce qu'elles tournaient sur un vieux code. Maintenant, elles sont toutes le nouveau code, donc elles vont pouvoir être compatibles avec la nouvelle application mobile, on est en train de déployer ça. Et donc, ça nous permet de profiter vraiment de tout le travail qu'on avait fait sur Open Food Facts ces dernières années sur ces plateformes-là. Donc, tout ce qui n'est pas spécifique à la food. Et on a une autre chose qui était un peu cachée pour l'instant et qu'on a un peu plus ouvert du coup à l'occasion d'Open Products Facts, qui est Folksonomy. Alors, Folksonomy, c'est quoi ? C'est l'idée que, c'est un peu le principe d'OpenStreetMap, donc on reprend un peu cette idée, qui est que les gens peuvent rajouter des propriétés. Nous, on peut modéliser la food, on sait un peu ce qu'il y a dedans, et encore, mais sur les produits, il y a plein de choses très différentes, suivant qu'on regarde un écran de télévision, une tondeuse à gazon, ou un tube un tube de dentifrice, ça va plutôt dans Open Beauty Facts, mais voilà, il y a des choses très différentes. Mais, donc, ce qu'on a déployé aussi, c'est une aide aux dons et à la fin de vie des produits. Donc ça, c'est encore des maquettes. Voilà, aider les gens à dire, tiens, mon produit arrive en fin de vie, qu'est-ce que j'en fais ? Et puis un petit exemple pratique qu'on a fait pour démontrer un peu aussi ce que peut apporter la plateforme. Voilà, si je veux savoir l'indice de réparabilité d'un iPhone, comment il évolue, etc. Voilà, on peut le reporter sur la plateforme Pro et on a ce genre sur la plateforme Open Products Facts et on peut avoir ce genre d'informations et ça va nous permettre de comparer. Vous avez vu le Fairphone juste avant, donc ça va nous permettre aussi de comparer la durabilité d'un objet, quoi. On le voit pas. Ah oui, il est très haut celui du Fairphone. Il doit être à 9,2 je crois. Voilà, il a un point de plus que le dernier iPhone. Merci Alex, merci à tous. Si vous avez des questions, ça peut être le moment. N'hésitez pas à lever votre petite main. Oui. Merci. Moi j'avais une question, c'était sur l'EcoScore. Quelle est la différence avec le Planet Score ? Alors, en fait, l'EcoScore, on a lancé ça en 2021. En fait, on avait commencé la préparation dès 2020, au moment où l'ADEME a relâché les données Agribalis. Et d'autres scores sont apparus. Le score dont vous parlez, il est promu par l'Institut de l'agriculture biologique, qui voulait avoir son propre score. Donc nous, je vais répéter les fondamentaux de l'EcoScore et vous pourrez deviner en creux
ce qui nous pose un peu problème là-dessus. On pense que les méthodologies doivent être ouvertes et transparentes. Donc qu'on puisse calculer, qu'un producteur puisse calculer en ayant ces données un score. C'est le cas pour l'éco-score, c'est pas le cas pour les autres scores. On pense aussi que ça doit être indépendant de l'industrie agroalimentaire. Le bio a plutôt une bonne image, mais ça reste l'industrie agroalimentaire. Donc on pense que c'est des chercheurs publics, sur des données publiques, qui doivent faire les scores, et que ça doit être l'État qui a la main sur ces choses-là. Donc voilà, transparence des données, transparence des méthodologies, indépendance de la recherche, et voilà. Et nous, on avait comment dire, pris en compte tous les retours des parties prenantes. Il y avait notamment la biodiversité qui est prise en compte et valorisée dans l'éco-score. Il y a les origines, il y a voilà toutes ces choses-là. Maintenant, le sujet est dans les mains du gouvernement. En vérité, il va y avoir un affichage officiel. Ça va probablement pas être du A, B, C, D, E, mais plutôt un coût environnemental, donc qui permettra potentiellement de comparer l'alimentation à d'autres produits du quotidien, par exemple un smartphone ou donc avoir vraiment une notion de coût environnemental qui permettra aussi de différencier plus finement les produits qu'une simple note. Et donc voilà. Donc les scores en fait privés ont vocation à disparaître, et c'est un score gouvernemental indépendant qui a vocation à les remplacer, non seulement à l'échelle française mais à l'échelle européenne. Voilà. Et puis voilà, nous sur OpenPact, on est vraiment très très attachés à la science ouverte et aux méthodologies ouvertes. D'autres questions? Bon, c'était tout clair. Juste bonjour Sophie Lepalec, GS1. Juste un éclaircissement pour le coût. Du coup, vous prévoyez de passer de la logique éco-score à la logique coût environnemental Alors nous, ce qu'on prévoit surtout, on attend avec impatience qu'il y ait un affichage environnemental national et si possible plus tard européen. Et bien sûr, dès qu'il sera disponible, on adoptera cet affichage. C'est comme pour le Nutri-Score. On va pas faire un score concurrent au score national. Nous, on a envie que qu'il y ait un score officiel, scientifique, indépendant, tout ce qu'on veut, et qui soit le déployé le plus largement possible et utilisé par tout le monde, bien sûr. Un commentaire, peut-être? Bonjour, David Tubert, ministère de l'économie de DGCCRF, à la DSI, DSI, la DGCCRF. Oui, moi je connais pas bien le sujet, donc c'est quoi les échéances pour l'adoption de cette note environnementale? Alors malheureusement, les échéances se reculent assez régulièrement. Voilà, sont republiées, voilà. Voilà, donc il y a des nouveaux ministres, etc. Donc on n'en a pas parlé, mais c'est un peu comme le Nutri-Score. En France, on peut pas encore afficher le nouveau Nutri-Score parce qu'il manque, je crois, le décret final d'application. Donc on l'attend avec impatience pour pouvoir déployer aussi le nouveau Nutri-Score largement. Paradoxalement, on l'a déployé dans toute l'Europe, mais pas encore en France, quoi. Il est disponible sur la plateforme Pro, vous pouvez le voir vous, mais on l'a pas encore déployé largement au grand public. D'accord, merci.